pour les Gallo-Romains, hein. Et ces rites funéraires, ils impliquent qu'on garde le souvenir du mort. Et le souvenir du mort, on le garde au moyen d'une pierre. Une pierre tombale, si vous voulez, c'est la même chose. Hein. Et cette pierre tombale est inscrite avec le nom du défunt ou des défunts, avec évidemment le nom du dédicant souvent, hein, celui qui a financé le monument, si vous voulez. Donc on va arriver à l'essentiel là, pour nous, c'est-à-dire... Alors je passe rapidement là, et ça, je voulais vous le montrer quand même, parce que je vous en ai parlé la dernière fois, ce sont les substructions du temple de Saint-Bertrand de Comminges, Luc du Nôme, comme Véranome. Et vous voyez ici un autel qui fait à peu près 6 mètres sur 6, ici. Et puis le corps même du temple, le soubassement du temple, qui fait à peu près 16 mètres de large sur une trentaine de mètres de long. Et par conséquent, vous voyez que c'était, je vous en ai parlé la dernière fois, hein, c'était l'équivalent de la maison carrée à Nîmes, hein, puisqu'on en a parlé, et ici en plus en numéro 3 là-bas en haut, vous voyez, vous aviez le trophée qui a été érigé pour marquer la victoire des Gallo-Romains, si vous voulez, des Romains sur l'Espagne. Sur la révolte espagnole, on n'entre pas dans les détails, c'est juste pour vous montrer ça de manière plus précise que ce qu'on avait fait. Donc c'était quelque chose de très important, mais Lugdunum était une ville gallo-romaine pour laquelle on s'accorde à y voir, certains y voient 20 000 habitants à l'époque. Vous voyez, pour l'époque romaine c'est beaucoup, hein. C'est pas Rome évidemment, hein, mais c'est donc la grande ville la plus proche. Hein. Voilà, alors ceci, vous avez là un fragment d'auge cinéraire qui a été trouvé à Bordère-Louron. Alors il a été trouvé dans l'église, remployé dans l'église. Alors il est un peu bizarre, parce que il est en marbre blanc, comme tous ces monuments, ou à peu près. Vous voyez, il fait 57 cm de haut sur 42 cm de large. Et vous voyez qu'on a un couple. Alors, la femme que vous reconnaissez à gauche sur la photo et qui a des pendants d'oreilles. Vous voyez ? Et puis, elle a une chevelure quand même en larges ondulations. Qu'on voit bien, hein. Vous voyez, une chevelure en larges ondulations qu'on voit très bien là. Le mari à côté, il n'a pas grand chose pour lui, il a simplement donc des mèches de cheveux assez raides apparemment, bien droites. Vous voyez. Alors, et parallèle en même temps, ça se voit quand même à peu près. Alors la composition est nettement romaine parce que on présente le couple de défunts et l'inscription correspondante, ce qui est très romain bien sûr, dans une espèce de cadre formé donc par des colonnes avec des chapiteaux, avec des soubassements, comme on en voit, 2 arcatures en haut, voyez, et puis des festons tout autour, ce qui serait une influence plus indigène, là, hein, c'est moins romain. En tous les cas, vous pouvez distinguer ici
DM, O, quelque chose comme ça. Alors DM, c'est toujours les dieux manes. Voyez, les dieux manes, donc les dieux des ancêtres, les dieux que l'on enfin, les dieux, si vous voulez, qui ont une grande résonance, surtout vers la fin de l'Empire, beaucoup moins au début. Hein. En tous les cas, il y a des manques, évidemment, et il y a des manques dans l'inscription parce que vous avez un trou. Alors pourquoi ce trou? Parce que cette pierre a servi de pierre d'autel. Voyez? Donc cette pierre a servi de pierre d'autel et il y avait un trou pour placer les reliques. Donc l'inscription est un peu mutilée de ce fait. D'autre part, elle n'est pas très bien écrite. On comprend bien que le graveur, le lapicide, là, a eu des difficultés à aller à la ligne, il a resserré, etc. Donc c'est peut-être plus mal écrit que d'habitude, que dans l'inscription suivante, l'inscription de Tarbes par exemple. Alors, je vous la lis, la transcription et même la traduction en français. Donc, aux dieux manes, à leurs parents défunts, leur père O, quelque chose, et leur mère, on n'a pas son nom, et leurs fils Montarus et Sixio, ont en témoignage d'amour et piété filiale fait élever de leur vivant et à frais communs ce tombeau dont une part a été payée par les habitants du Vicus Parus. Donc vous voyez, c'est en somme une participation collective aux frais de la tombe. Mais plusieurs petites choses intéressantes. Le tombeau est érigé de leur vivant, voyez, et ensuite le fait que Border-Louron à l'époque romaine s'appelait Vicus Parus. Voyez, Vicus, ça correspond à une bourgade. C'est un gros village. Voyez, donc Vicus Parus pour Border-Louron à cette époque-là. Alors je vous signale quand même que là, on est dans le diocèse du Comminges, on est donc à l'époque en Comminges. Donc ils dépendent non pas de Tarbes comme à l'heure actuelle depuis qu'il y a le département, mais de Lugdunum, donc du Lion des Convennes, là, hein, Lugdunum, Lyon. Hein. Bien, voilà pour cette inscription. La suivante, c'est celle de Tarbes, qui est, vous voyez tout de suite, beaucoup mieux inscrite, beaucoup mieux tracée. D'ailleurs, contrairement à la précédente, si vous voulez, on peut dater avec la forme des caractères entre 151 et 200 après Jésus-Christ. Donc ça correspond à la très belle période de Tarbes. Hein. Alors vous voyez tout à fait en haut, donc DM, toujours les dieux manes. Alors ce qu'on distingue quand même bien, c'est province, c'est béatique. Vous voyez, donc il y a des abréviations. Donc ça nous donne aux dieux manes de Caius Valerius Sanctus, clarissime, questeur de la province de Bétique, le tuteur du clarissime jeune garçon Julius Sanctus a fait réaliser ce monument. Donc c'est une famille extrêmement importante. Il y a 2 hôtels votifs dans toute la grande Aquitaine, hein, de ce type, c'est tout. Donc ça a toujours posé un problème
aux chercheurs comment un personnage aussi important a-t-il pu être à Tarbes, pour sa mort au moins, voyez, à tel point que certains historiens du dimanche avaient prétendu, ce que à l'époque on n'avait pas fait de fouilles ni rien, hein. Donc ils avaient prétendu, ces historiens du dimanche là, que il avait été abandonné là au cours d'un transport. D'abord, un monument de ce type est un monument important qui coûte cher, hein, bien sûr, et ensuite c'est la théorie du complot, de la catastrophe ou des choses comme ça qui n'expliquent jamais grand-chose, hein. Alors ce que Georges Fabre a trouvé, je vais vous montrer son ouvrage ensuite, qui est l'ouvrage de référence pour les inscriptions de la cité de Tarbes, hein. Eh bien, c'est une famille importante, c'est la famille, très importante même, c'est la famille des Valeriani, qui a joui dès la deuxième moitié du 1er siècle, les dates ont une importance, d'une position économique très importante à Dax. Alors voilà que, à Dax et dans toute l'Aquitaine méridionale, voilà que l'on retrouve Dax, et je vous rappelle que Dax et les Tarbelles, pour nous, sont à l'origine du nom de Tarbes et de la fondation de Tarbes. Voilà, hein. Il n'y a pas de preuve, bien entendu, parce que c'est très tôt, c'est au début du 1er siècle, notre ère, ou peut-être légèrement avant, quelques années avant. Donc, cette famille est très connue et donc c'est une famille de rang sénatorial. Je ne vous l'avais pas dit, ce sont des gens de l'ordre équestre et par conséquent ça fait partie des personnages très importants de la région. Alors c'est cette famille des Valeriani, ils ont des possessions, si vous voulez, dans toute l'Aquitaine méridionale et même à Luc-du-Nôme, à Saint-Bertrand-de-Comminges, hein. Donc on pense que ça peut être cette famille, une famille de Tarbelles. Bon, ensuite, pour être complet sur Tarbes, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même un hôtel votif à Tarbes, et cet hôtel votif, vous l'avez ici, et on n'en a pas tenu bien compte dans le passé, parce que cet hôtel votif a été trouvé place Jean Jaurès, place de la mairie, au cours d'un chantier dans les années 1960. Seulement l'ouvrier qui a trouvé ça, il a mis ça de côté et puis il a été le vendre à un antiquaire. Voilà. Et bien souvent, des trouvailles qui peuvent être importantes nous ont échappé à cause de ça. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est quand même un monument très important pour Tarbes parce qu'il est à IOM, les 3 premières lettres, IOM, c'est-à-dire Jupiter, très bon et très grand. Donc c'est un hôtel votif à Jupiter. La personne qui est citée, c'est Amandeus. Alors il y a des lettres qu'on ne voit pas là, hein, bien sûr. Hein. Donc, si je redis la transcription, à Jupiter très bon, très grand, Amandus, fils d'Andosthénus, vous reconnaissez plusieurs lettres là quand même, hein, a accompli son vœu de bon gré et à juste titre. Ça, c'est les abréviations qui sont en bas.
Donc voilà le deuxième hôtel votif de Tarbes, et vous voyez que dans les villes comme ça, il y a eu beaucoup, comme Tarbes, hein, il y a eu beaucoup de destruction. Alors nous avions trouvé aussi, et je vous le montre quand même, hein, nous avions trouvé aussi un fragment d'inscription dans un chantier aux Feuillantines, là, c'est-à-dire au nord de la route de Pau, à l'angle des rues de la rue René Bié. Et une inscription, évidemment, on aurait souhaité avoir le reste, mais vous voyez dans quel état c'est. C'est un fragment, hein, ça fait une dizaine de centimètres, hein, pas plus. Donc voilà les inscriptions de Tarbes, et c'est tout ce qu'on a. Je vous montre donc la référence pour les inscriptions. C'est un ouvrage de Georges Fabre qui était professeur à la faculté de Pau et qui est professeur honoraire maintenant, bien sûr. Et il est à la retraite donc. Et avec un groupe de collègues, il revoit toutes les inscriptions d'Aquitaine comme ça. Hein. Donc on va passer à quelque chose de totalement différent là. C'est-à-dire qu'on va se lancer dans une synthèse sur Tarbes à l'époque romaine. Alors ça correspond à la carte que je vous ai donnée. Donc Tarbes antique, essai de synthèse, ce que j'ai jamais tenté encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai donné ce fond de plan là, hein. Je vais y revenir. Donc, voilà ici le premier plan de Tarbes qui date de 1749. C'est le plan routier, donc c'est un petit plan annexé au tracé de la route qui va de Rabassin, c'est la route d'Auch si vous voulez, et pour notre part ça va de Villecontal exactement jusqu'à Tarbes. Donc on se sert de ce plan, et ça a été une découverte assez récente, il y a une vingtaine d'années, pas plus. On ignorait tout de ce plan qui était pourtant aux archives d'Auch, bien consultable quand même, hein. Donc vous voyez très nettement, si vous voulez, qu'il y a deux villes à cette époque-là, au XVIIIe siècle encore. Il y a la Cède, autour de la cathédrale, et il y a Bourvieux, Bourgneuf, ici autour de Saint-Jean, si vous voulez. Saint-Jean est là, hein, là. Vous voyez, on y reviendra sur ce plan. Non, c'est juste pour vous montrer comment on va arriver à faire des tracés, quoi. Voilà la ville médiévale, et voilà en violet le double trait là qui représente approximativement les limites de la ville antique. Vous voyez? Alors ça correspond à la Cède, au bourg de la Cède du Moyen-Âge. C'est un peu plus étendu, notamment vers le nord. Vers le nord, les fouilles qu'on avait faites, qui sont parmi les plus récentes, là, c'était donc les Feuillantines déjà citées, au niveau de la rue René Bié, si vous voulez, et de la rue Victor Hugo. Et par conséquent, il y a ce quartier qui pose problème parce que donc il y a beaucoup de vestiges là. Par exemple, les vestiges de mobilier sont très fragmentés dans le site qu'on a fouillé à côté. Et ensuite, il y a un secteur, alors qui n'a jamais été fouillé, c'est le secteur de l'ancienne église Saint-Martin, qui a totalement disparu. Vous voyez, et qui se situe là dans la poche, si vous voulez, qui va vers le nord un peu. C'est l'emplacement de l'institution La Cède. Donc voilà, grosso modo, on y reviendra là-dessus, mais grosso modo, Tarbes au Moyen-Âge,
Et puis, dernier plan, voilà ce que ça nous donne si vous voulez, ce plan a été tracé pour l'histoire de Tarbes, pour une première édition de l'histoire de Tarbes. Grosso modo, on ne va pas trop regarder les limites, mais grosso modo, ça correspond à ça. Donc, Bourvieux, Bourgneuf, autour de Saint-Jean, comme je vous disais. Maubourguet, la place de Verdun. Vous savez qu'il y a eu des fouilles là pour le parking souterrain. Et ici, vous avez donc la Cède qui s'accompagne toujours du bourg que l'on appelle Carrère-Longue. Mais tout ça fait un ensemble qui était sous la domination de l'évêque. Tandis que ceci, là, était donc sous la domination du comte de Bigorre. Voilà, donc je vous situe à peu près. Puis au niveau du Marcadieu, vous avez des petits bourgs, là, Bourg-Crabé avec le couvent des Carmes et Bourg-Navette. Le couvent des Carmes, c'est Sainte-Thérèse, avec ce qu'il en reste. Modifié, évidemment, depuis le temps. Alors, on va essayer de se repérer sur le plan que je vous ai donné. Vous voyez exactement le même plan. Donc ici, vous le voyez en plus grand là, parce que je l'ai coupé pour vous le tirer. Ici, vous avez le haras, pour vous situer. Ici, la place de Verdun. Voilà. En haut, tout à fait, le jardin Massé, vous voyez, pour vous situer. Mais vous ne l'avez pas sur votre carte. C'est plus coupé que ça. Alors, la première des choses que l'on va tracer, c'est, vous voyez, voilà, ces choses-là, c'est-à-dire, d'une part, le cours Gambetta, ici, cette rue toute droite qui donne sur la place de Verdun, que j'ai repassé en jaune pour indiquer qu'il s'agit du cimetière à l'époque. Donc le cimetière à l'époque, je vous avais déjà dit que Roland Coquerel y avait trouvé des tombes en bâtière. En bâtière, c'est-à-dire en forme de toit. Voyez. Et avec les tuiles romaines, c'était très facile. Elles sont très grandes, 30-40 cm, voyez, de long. Donc, en faisant ça, cette forme de toit, vous recouvriez le corps. Donc, il avait trouvé des tombes en matière, notamment. Puis, ici, à l'office de tourisme, le siège de l'UTL actuellement, quand ils ont fait l'ascenseur, c'est pas si vieux, il y a 25 ou 30 ans peut-être. Mais quand ils ont fait l'ascenseur, ils ont dégagé un magnifique sarcophage, mais enfin un sarcophage qui remonte à la fin de l'époque romaine, au tout début du Haut Moyen-Âge, même si on ne peut pas le dater avec précision. Et puis je vous ai expliqué que ce sarcophage avait été mis devant le musée Massé, et qu'avec, comme on ne lui a pas trouvé un autre abri que la nature, avec le temps, il s'est complètement délité et puis il n'y a plus de sarcophage. Voilà. C'est souvent le cas des sarcophages. Ils ont eu un triste sort dans notre ville. Bon, à côté de ça, vous avez deux axes structurants. Vous avez ici le Cardo Maximus, c'est-à-dire la rue Victor Hugo, que j'ai repassé en vert là. Pourquoi c'est un axe structurant? Et parce que vous voyez que je vais vous l'expliquer après, mais dans cette partie est, il y a beaucoup de directions qui suivent celle de la rue Victor Hugo, ou des directions perpendiculaires, puisque chez les Romains, on a des constructions orthogonales, c'est-à-dire qui se coupent à angle droit. Il y a un quadrillage donc de construction.
Donc, je suis là les indications de Sylvain Douceau, oui, donc, donc vous connaissez son nom bien sûr, et son ouvrage sur Tarbes, là, et par conséquent, c'est un axe structurant parce que beaucoup de directions, de parcelles, correspondent à la direction du quart d'eau maximum. D'autre part, ici, dans la partie est, alors, en dehors de la ville antique, on a retrouvé en fouillant la place de Verdun, sur 30 ou 40 mètres, un canal antique, avec des murs bien construits de chaque côté. Donc un canal antique dont on avait parlé d'ailleurs. Ce canal antique, il indique aussi une deuxième direction suivie par les constructions. Dans un deuxième temps, dans un premier temps, on a le quart d'eau maximum de la rue Victor Hugo, et dans un deuxième temps, on a l'indication de ce canal qui est un peu différente. Vous voyez, les directions sont légèrement différentes quand même, il y a 15 degrés de différence. Et par conséquent, sur la partie est, ici, on a quand même des rues ou des parcelles qui suivent cette direction, ou la direction perpendiculaire. Donc voilà, deux axes structurants. Après ça, je vous remontre donc le canal en coupe. Vous voyez qu'il y a une couche de vase, pardon. Il y a une couche de vase qui est impressionnante, vase noir, putride, et ça descend, donc vous voyez l'échelle devait faire 3 mètres, l'échelle fournie par la règle, je veux dire, ça fait 3 mètres, donc vous avez un peu plus de 3 mètres de profondeur de vase. Vous voyez, c'était impressionnant. Il y avait un mobilier très abondant, un mobilier du 1er siècle. Vous voyez, avec ce qui permet de dater, ce sont les sigillés, par exemple, les vaisselles de luxe ou demi-luxe, bien datées de la première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc ça n'a pas été gardé, bien sûr. Le mobilier a été étudié, il y a eu une publication qui est encore sans doute disponible aux archives municipales, à l'Arsenal. Vous voyez? Et par conséquent, là, Réchin, prof à Pau, a fait l'étude du mobilier, donc c'est du beau mobilier. Bon, ensuite, toujours pour la synthèse de Tarbes, alors je vous montre ici donc, le quart d'eau Maximus, vous voyez comment ça s'écrit, et parcelle du cadastre de 1818. Ici, voilà la direction indiquée. Alors c'est marqué ici rue Gondren, c'est l'ancien nom de la rue Victor Hugo. Donc ça vous indique de manière plus détaillée toutes les parcelles qui peuvent suivre cette direction ou la direction perpendiculaire. Dans la partie est de la ville antique, ici vous avez la même chose pour la partie ouest avec le canal, ici, et puis les directions de parcelles qui épousent davantage cette forme ou cette direction ou la direction perpendiculaire.
Et voilà ici le travail qui a été fait par un archéologue qui s'appelait Poignard et qui a fouillé sous le parvis de la cathédrale. Hein. Il a essayé de repérer les parcelles qui correspondent aux directions indiquées, dans une direction du Cardo Maximus de la rue Victor Hugo. Et c'est comme ça qu'on fait. On repère les limites de parcelles sur le cadastre. Et ici, le cadastre de 1818, je crois. Et les directions perpendiculaires. Et vous avez toutes ces parcelles qui correspondent donc à quelque chose sans doute qui existait dès l'Antiquité. Donc des parcelles qui n'ont pas bougé à cette époque-là, dans leur direction. Hein. Donc il a fait ça autour de la cathédrale, vous voyez. Alors ici, on arrive aux limites de la ville antique, donc limite c'est l'hôpital de l'Aïgoroth à peu près, vous voyez, et puis limite supérieure, on peut aller comme ça jusqu'à la place de Verdun. Vous voyez, il a mis l'indication du cours Gambetta avec des croix tout à fait en haut à droite, donc vous avez le cours Gambetta tout à fait là-haut. D'ailleurs, place de Verdun, quand ils ont fait les fouilles, ils en sont restés, si vous voulez, au mot bourguais, c'est-à-dire au bourg médiéval. Alors qu'il y avait, qui est apparu vers l'ouest un peu, une grande structure de mortier rose qui était une structure antique, très probablement, hein, qui était assez profonde aussi, massive, et on n'a pas détecté ce que c'était parce que ça n'a pas été fouillé là. Hein. C'était en limite du parking souterrain. Hein. Donc voilà les possibilités de travail à partir de ce qu'on a dit. Alors ici, on va compléter avec, et je vous ai mis des triangles violets comme ça, donc on va compléter avec les activités artisanales importantes et reconnues. Alors, activité artisanale importante, on a trouvé ici, pas loin des Bains Perret, on a trouvé donc des cuves maçonnées qui correspondent à une activité artisanale. Et alors, quand on répertorie tout ce qui a été trouvé dans le passé et dont on a gardé une trace, il a été trouvé ce même genre de cuve vers 1880, dans le même secteur probablement, un peu plus près de la place de Verdun, et dans ce secteur, peut-être par ici si vous voulez, un peu plus près de la place de Verdun, ils avaient trouvé plusieurs cuves comme ça aussi, qui sont restées, donc, vive les Tarbés, qui sont restées en exposition place de Maubourguet pendant des années. On voulait les mettre au musée, puis on ne l'a pas fait, puis on ne sait plus ce qu'elles sont devenues, comme d'habitude. Donc, vous avez là une activité artisanale qui peut être une activité d'abord liée à l'eau. Vous voyez, on n'est pas très loin du canal. Ah oui, on n'est pas trop loin du canal ici. Et d'autre part, avec ces cuves, vous pouvez avoir des activités textiles. Hein, vous voyez, assez fréquentes pour teindre les tissus, pour les laver, etc. Peu importe. Hein. Donc une activité artisanale notoire sans doute là, hein, par rapport à d'autres secteurs des fouilles. J'ai oublié de vous indiquer qu'il y avait sur le canal
une prise d'eau qui allait directement vers la ville antique. Il y avait juste un départ, hein. Il n'y a pas eu de canal parce que tout était remanié, et puis on n'est pas descendu assez bas, dans la fouille. C'est-à-dire quand ils ont eu dégagé toutes les substructions de maisons, vous voyez, du Maubourguet, ils n'ont pas creusé plus bas, hein. Donc il y avait là certainement une alimentation en eau de la ville antique. C'est très très important, hein. Donc les Romains maîtrisaient parfaitement l'usage de l'eau et par conséquent ils étaient capables de creuser des canaux et d'amener l'eau, l'eau qui sert à beaucoup de choses, y compris à la vie de tous les jours, hein, pour des habitants d'une ville. Rappelez-vous qu'à Saint-Bertrand-de-Comminges, il y a les restes d'un aqueduc qui prend sa source d'ailleurs dans les Hautes-Pyrénées. Donc ici c'était plus facile, quoique. Je vous expliquais tout à l'heure que ce canal antique, si vous regardez, il suit à peu près le même tracé que les canaux postérieurs du Moyen-Âge, du XVIIIe siècle, l'époque moderne, vous voyez, jusqu'au XIXe. Et jusqu'à ce qu'on en arrive à les couvrir, parce que ça rétrécissait de beaucoup la circulation. Et vers la fin du XIXe siècle, on avait beaucoup de militaires à Tarbes. Vous savez que le commandant était un général, pour vous dire, et qu'il y avait 3 régiments. Donc ça faisait beaucoup de monde, beaucoup de fourgons d'artillerie, par exemple, beaucoup de circulation, et les jours de marché, incapables de... La circulation était totalement bloquée. Même avec des véhicules hippomobiles, on pouvait bloquer la circulation. Vous voyez, on n'imagine pas, mais c'était comme ça. Les jours de marché, il y avait énormément de monde. De marché et de foire, hein, surtout de foire. Et par conséquent, j'étais en train de vous dire que le tracé des canaux suit à peu près à Tarbes toujours la même direction. Cette direction est impérative parce qu'elle est donnée par la pente de la vallée. La pente du sud vers le nord. Et ensuite, du cours de la Dour vers le cours de l'Échesse. Ces 2 directions, vous les retrouvez, c'est primordial. Par conséquent, comme je vous l'ai indiqué quand on a vu les villas, à la ZAC, la villa de la ZAC de l'Ormeau, il y avait également un canal, mais qui n'était pas construit comme ça, hein. C'est-à-dire, on a trouvé simplement beaucoup de vases avec des éléments antiques dedans, en quantité, et les vestiges d'un petit pont que j'ai gardé très longtemps, mais bon. Donc le bois, mais qui avait été cassé par la pelle mécanique, vous voyez, en faisant les travaux. Et par conséquent, ça ressemblait à une passerelle. Donc, si vous voulez, ce canal, il séparait la partie habitation du propriétaire de la partie purement agricole. Voilà. Et ça passait exactement à 2 ou 3 mètres près, enfin quelques mètres près, ça passait là où passait le canal du 19e siècle. Encore. Vous voyez? Donc, pas très loin de l'allée Cavalière. Là, si vous avez une image de la ZAC de l'Ormeau, même à l'heure actuelle, il reste des bouts d'allée Cavalière, et bien, ça passait au niveau de l'allée Cavalière, quoi, à peu près. Par conséquent, les prises d'eau étaient sensiblement effectuées au même niveau, c'est-à-dire entre le niveau de la Loubère et le niveau du pont Alstom, du pont de Sousse.
Entre les deux, vous aviez les prises d'eau dans l'Adour, c'est-à-dire un pertuis, un petit barrage. L'eau s'engageait dans un canal qui montait progressivement, enfin qui avançait progressivement et qui arrivait jusqu'à un ensemble d'écluses qui existent encore en ruine au niveau du village de la Louberre, au niveau de l'église à peu près, qui existe encore, et ça fait partie du Trévert qui va du pont donc de l'Adour à Sousse jusqu'au centre Kennedy. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais enfin on peut faire la jonction entre les deux. Voilà. Mais tout a été bien bouleversé par l'autoroute, par la création du lac du lac de Sousse, par les sentiers. Évidemment, tout a été bouleversé. Moi, j'ai vu ça, j'avais repéré ça avant la création de l'autoroute, là, dans la plaine. Et donc, on a encore le répartiteur d'eau entre les deux principaux canaux du Moyen-Âge et puis de toute la suite, c'est-à-dire le canal occidental qui allait en direction du Marcadieu et le canal oriental en direction du Marcadieu et le canal occidental qui allait en direction de la place de Verdun, celui-là même qui alimentait donc probablement les canaux que vous avez encore là, ici, là, dans le plan, là. Vous voyez, et celui-ci. Et puis le canal de la Higuerotte, qui était alimenté aussi par cette prise d'eau. Voilà. Donc, retenez cette idée que les canaux, il y a des impératifs pour les tracer, impératifs de la pente de la vallée, d'une première pente du sud vers le nord et d'une deuxième pente, donc, moins accentuée, de l'Adour, des rives de l'Adour jusqu'à l'Échesse, qui est plus bas. Donc c'est très important, ces activités artisanales mêlées, donc basées sur la présence d'eau. C'est très important aussi cette dérivation du canal qui alimentait donc la ville antique. Et puis ensuite, l'usage de l'eau s'est multiplié. Plus tard, parce qu'on n'a pas la preuve que dans nos régions, il existait des moulins à eau à l'époque romaine. Il y en a en Provence, vous le savez sans doute, mais pas ici. Et donc cette activité de meunerie, ce sera pour plus tard. Mais il y avait tout un tas d'activités quand même basées sur l'eau et où l'eau était nécessaire, ne serait-ce que la vie de tous les jours pour les habitants. Alors ce que j'ai rajouté ici, deuxième triangle violet là, c'est donc l'atelier de potier trouvé par Roland Coquerel au cours des fouilles d'égout à la rue Ramon. Donc activité de potier. Et alors on sait quel genre de poterie il fabriquait. Des poteries balustres, on appelle ça comme ça. Parce qu'on trouve dans un atelier comme ça des déchets de cuisson. Vous voyez, des malfaçons ou des poteries qui se sont tordues, vous voyez, qui sont impropres à la vente en tous les cas et qu'on jette. Donc un atelier de potier, voilà pour les principales activités artisanales, mais il y en avait d'autres bien sûr. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est la présence d'un ensemble, ou de plusieurs ensembles monumentaux autour de la cathédrale. Sans qu'on sache ce que c'était exactement, est-ce que c'était un lieu de culte, est-ce que c'était donc une sorte de basilique marché,
On ne sait pas. Mais en tous les cas, les fouilles de Poignant, là, quand il a décapé et qu'il a fouillé le parvis de la cathédrale, sont très importantes de ce point de vue-là. Ça remonte l'importance de Tarbes, là. Donc un ensemble monumental, et puis Sylvain Douceau, inévitable chercheur, avait trouvé dans ce secteur-là, au niveau du transept, du bras sud du transept, de la cathédrale, vous voyez, après la chapelle Saint-Jacques, là, dans le jardin à l'époque, il avait trouvé donc les vestiges d'un très grand bâtiment, là aussi, qui était très probablement un bâtiment public, sans qu'on puisse dire ce que c'était. Mais Roland Coquerel, en fouillant le canal de l'Aiguerotte, qui passe pas loin, hein, voilà les Aiguerottes ici. Donc, en fouillant le canal de l'Aiguerotte, quand on l'a complètement recouvert, etc., quand on a tout refait, là, le conseil général, etc., les bâtiments, eh bien, il avait trouvé des morceaux de fûts de colonnes, mais de colonnes d'un bâtiment public, voyez, et quelques éléments aussi de plaquage de marbre qui correspondaient à un bâtiment public. Donc vous avez au niveau de la cathédrale un ensemble monumental. Alors je vous le rappelle, cet ensemble monumental, notamment avec les fouilles de Poignant, hein, vous voyez, ça correspond à ces substructions là, et il y avait donc des colonnes, il y avait une colonnade ici, donc un bâtiment certainement important, un bâtiment public, il n'y a qu'à voir la largeur des murs là, hein, ici au premier plan. Donc, et c'est, alors la curiosité, c'est que c'est relativement tardif, hein. On penche pour le 5e siècle, là. Hein. Alors, une anecdote quand même, pendant longtemps, Roland Coquerel, qui avait fouillé les égouts, qui avait suivi les fouilles d'égouts dans tout Tarbes, là, n'avait jamais trouvé d'éléments plus tardifs que le 3e siècle. Alors, il commençait à se poser des questions et à se dire que la ville avait été abandonnée avant, quoi, hein. Et puis, dès qu'on a fouillé dans le secteur de la cathédrale, ou même au nord de la route de Pau, dans le secteur, donc, je vous le disais, de Martiac, ça s'appelait Martiac, donc pas loin de Saint-Martin, là, on a trouvé des vestiges du 4e siècle, donc du 5e même, enfin vous voyez, l'Antiquité tardive, donc autour de la cathédrale. Donc monument extrêmement important, d'autant plus qu'il était tout à fait inattendu. Et je vous rappelle qu'on avait suivi la pose du chauffage dans la cathédrale, chauffage dans le sol, et qu'à cette occasion on a trouvé quand même des vestiges importants de murs antiques. Il y avait toutes les périodes probablement sous la cathédrale de Tarbes, y compris, on y reviendra, une église mérovingienne ou carolingienne, enfin pré-romane en tous les cas. Quoi d'autre? Eh bien, finissons, parce que ça va être l'heure. Avec donc la synthèse, l'extension maximale de Tarbes. Voilà, en noir vous avez la limite de la ville antique telle qu'on peut l'imaginer, limite toujours approximative bien sûr, hein. Mais enfin on peut l'imaginer comme ça. Donc ça allait au-delà de la route de Pau, en suivant le Cardo Maximus d'ailleurs. Et puis, rappelez-vous qu'après la crise du IIIe siècle, dans toute la Gaule d'ailleurs, la Gaule romaine, hein, les villes ont été peu ou prou abandonnées, parce que c'était elles qui étaient les premières visées par les hordes barbares,
voyez, et que l'on s'est réfugié à la campagne, et pour les nobles, enfin les gens riches, pour le haut de la société, ils se réfugiaient dans les vallées, dans les villas, et dans ces villas, c'est là qu'on va pratiquer cette vie mondaine qu'on a appelée la dolce vita. Donc tout ça, on l'a vu. Est-ce qu'on a trouvé des vestiges d'équivalent de terre? À la ville de Tarbes, non. Simplement, à l'équipement, par exemple, quand ils ont fait les bâtiments neufs, là, à l'équipement, on a fouillé, là, et il y avait une quantité de tesselles de mosaïque très importante. En une matinée, j'en avais récolté 10 ou 12 kilos, là. Alors, c'était la mosaïque blanche et noire. Donc, mosaïque qu'on met dans les espaces publics quand même, hein. C'est pas une mosaïque chez un particulier. Mais de toute manière, la mosaïque n'était pas en place, hein. C'était des tesselles dispersées. Voyez? Donc, là, on pouvait avoir un semblant de luxe quand même, mais ailleurs, on ne l'a pas trouvé. Mais on a très peu fouillé par rapport à l'ensemble. À l'ensemble des 20 hectares de la cité antique. Le trait noir, il limite une zone de 20 hectares à peu près. Et vous voyez que la cité rétrécie, comme je l'ai appelée, c'est autour de la cathédrale sans qu'on puisse en fixer encore moins les limites que l'autre. Hein. Mais en tous les cas, on peut penser que l'emplacement de la cathédrale, plus les abords immédiats, faisait partie de cette ville complètement rétrécie. Donc. Et c'est là, bien entendu, ce qu'on a vu déjà, hein, c'est là que la capitale va changer de chef-lieu et ça va être Saint-Lézé, à partir de ce moment-là, probablement, à une époque indéterminée quand même. Mais à Saint-Lézé, on prend la précaution de construire une enceinte de murailles à partir de la fin du IVe siècle, sans doute. Hein. Vous voyez, à l'époque des grandes invasions, par conséquent de la grande insécurité. Tarbes est une ville unique en ce sens qu'elle a été créée sans doute à partir du cadastre antique de la vallée de l'Adour, c'est ce que dit Sylvain Douceau, et si elle a été créée à partir du cadastre, comme ça veut dire qu'elle a été créée à un endroit bien approprié, bien délimité à l'avance, et non dans un endroit spécifique pour ses qualités défensives, par exemple. À Saint-Bertrand, vous avez la ville haute, la ville basse. Si vous allez à Oloron, c'est la même chose. À l'Escar, c'est la même chose. Partout, vous avez des chefs-lieux de civitas, comme ça. Eh bien, vous avez une ville haute, une ville basse. À Tarbes, il n'y a que la ville basse. Indéfendable. Il y a bien l'eau et les canaux qu'on peut transformer en fossé, mais enfin, on a vu à l'époque des guerres de religion qu'il était facile de s'emparer des pertuis et de dériver l'eau, de fermer l'arrivée d'eau, quoi. Et par conséquent d'assécher les canaux, auquel cas c'est plus un gros obstacle pour une armée. Vous voyez ? Par conséquent, au total, on a une ville antique quand même, qu'on découvre peu à peu, du moins en période de travaux, c'est-à-dire en période de prospérité, là où on ouvre de nouveaux travaux, vous voyez, que ce soit des particuliers ou que ce soit des pouvoirs publics. Je vous signale quand même, il y a quelque chose qui ne figure pas là. D'abord, les villas.
les villas, les exploitations agricoles se situent autour de Tarbes, mais pas sur la carte. Par contre, elles contribuent au ravitaillement de la ville. La villa de Lormeaux n'était pas une grande villa luxueuse, mais devait contribuer donc à l'approvisionnement de la ville. Elle n'était pas très loin. Mais vous avez un site à Juillan, vous avez 2 sites à Bordère, vous avez donc des sites de villas plus ou moins reconnus. Urac, site de villas reconnu. Voyez, donc tout autour de la ville, comme autour de Maubourguet et de Saint-Lézé, vous avez une série de villas qui alimentent la ville. Ça ne figure pas sur nos cartes là. Ce qui ne figure pas non plus, c'est quand même la trouvaille de l'inscription funéraire qu'on a vue tout à l'heure, parce qu'elle a eu lieu à l'Arsenal. Et l'Arsenal, par rapport à notre carte, c'est quand même beaucoup plus éloigné. Alors, y avait-il, comme au cours Gambetta, un cimetière tout le long d'une rue qui partait en direction du nord depuis peut-être jusqu'à là, et y avait-il le long de cette route, on peut le penser en tous les cas, des sépultures, un cimetière là aussi, tout ça parce que, rappelez-vous, les Romains ne mélangent pas les vivants et les morts. À l'époque où la religion chrétienne sera l'essentiel de la croyance des gens, eh bien, on se rapproche le plus près possible du sanctuaire. Quand on peut être enterré dans l'église, c'est déjà en plus. Et quand on peut être enterré près du cœur ou dans le cœur, alors là, c'est le summum. Les prêtres se faisaient enterrer en principe dans le cœur, au moins à la cathédrale de Tarbes. Bon, mais je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.